Parlons femmes, parlons héroïnes de guerre. Cette vidéo est particulière car elle ne concerne pas une femme, mais l'ensemble des femmes ayant eu un rôle important pendant la Première Guerre mondiale. Cette vidéo sera alors plus longue. On nous a déjà expliqué un petit peu ce que faisaient les femmes pendant la Première Guerre mondiale lorsque les hommes étaient au front, mais est-ce qu'on nous a expliqué ce que faisaient les femmes pendant la Première Guerre mondiale lorsque les hommes étaient au front? Ce sont les 100 ans de l'armistice entre la France et l'Allemagne qui ont eu lieu le 11 novembre 1918. Il est important pour moi de remettre en mémoire cette histoire. Make women known again. 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France, après les alliances faites, suite à l'assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand à Sarajevo le 28 juillet. Les hommes sont convoqués à la guerre, les postes sont donc inoccupés, les campagnes désertées. Qui va les remplacer? Ce sont les jeunes, les personnes âgées et beaucoup de femmes. Les femmes qui généralement remplaçaient le métier de leur mari. Alors, à préciser que sur 20 millions de femmes, il y en avait déjà 8 millions qui bossaient, donc on ne partait pas de zéro. 2 mois après le début de la guerre, le président du Conseil, René Viviani, lance un appel aux femmes paysannes dans un premier temps, pensant être un besoin urgent dans les campagnes désertées par les hommes. C'est là que commencent les premières transitions de rôle. En tout, 3,2 millions d'agricultrices. Alors tout le monde s'attendait à une guerre courte, 2-3 coups de pelle dans le visage, terminé. Mais non, on se rend compte après que ça va durer, c'est alors en 1915 que les femmes sont recrutées dans d'autres secteurs. Les infirmières, appelées les anges blancs, dans l'armement surnommé les munitionnettes, les marraines de guerre, celles qui écrivaient et envoyaient les colis et lettres aux soldats du front, les femmes des villes, oui, tout ce qui était courrier, balayage, transport, etc. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et, inconnues au bataillon, les femmes espionnes formées par les services secrets. En France, elles étaient au nombre de 21. Bon, les conditions de vie étaient aussi pénibles et horribles pour les femmes. Prenons l'exemple de l'armement, le poste le mieux payé à l'époque, mais 20 à 50% de moins que les hommes, selon l'année. Les usines recrutent, en particulier celles mises en place par André Citroën. Oui, le créateur de Citroën. Les femmes étaient appelées les munitionnettes et fabriquaient des munitions, des obus, des canons et même des avions. Plus de 400 000 femmes auront été mobilisées jusqu'en 1918 dans les usines. Et c'est d'ailleurs pendant cette Première Guerre mondiale que les mitrailleuses ont vu le jour. Attendez, mais en plus ça ne rigolait pas là-bas. Elles étaient toujours debout pendant 10 à 14 heures, de jour comme de nuit, toute la semaine à travailler à la chaîne. Pour ce qui est des obus, chaque obus pesait 7 kilos. Elles en produisaient environ 2500 par jour. Et puisqu'elles devaient les prendre 2 fois, elle transportait plus de 35 000 kilos par jour. Et ça pendant 4 ans, vous imaginez? Tous les jours! En tout, 900 000 obus sont passés entre leurs mains, ce qui fait que chaque femme aura transporté plus de 7 millions de kilos d'obus, soit le poids de la Tour Eiffel, sans les ascenseurs et installations diverses. En France, elles auront produit plus de 3 millions d'obus et 6 milliards de cartouches. Ça fait beaucoup, oui. Mais attention, la moindre étincelle pouvait faire exploser l'usine. Et c'est déjà arrivé. Donc, aucun métal sur elle. Pas de clous de chaussures à talons, pas d'agrafes de vêtements, pas d'épingles à cheveux. Oui, c'est bourré de TNT là-bas. En plus, ce TNT, qui est un produit toxique, rendait la peau et les cheveux jaunes, ce qui fait que les munitionnettes britanniques étaient appelées les canaris. C'était le maréchal Joffre qui disait « Si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre. » Eh oui, car la main-d'œuvre était tellement cruciale à l'époque qu'il fallait enchaîner. Mais bon, leurs conditions de travail ont engendré des grèves de plus en plus grosses dues à une non-reconnaissance de leur importance dans cette guerre pour ce qui est des inégalités salariales, l'allongement de durée de travail, travail de nuit et tout ça. On passe de 9 300 grévistes en 1915 à 650 000 en 1917. Et ça a duré jusqu'à la fin de la guerre. Peu de temps après le début de la guerre, des soldats blessés reviennent déjà et il y en a de plus en plus, donc on manque de main-d'œuvre. Ce qui fait que 100 000 femmes infirmières sont recrutées, dont 70 000 bénévoles. La plupart des bénévoles n'avaient aucun
aucune compétence là-dedans. Certaines détestaient voir du sang. Elles étaient en manque de place dans les 754 hôpitaux déjà existants. Elles ont alors aménagé plus de 1400 nouveaux hôpitaux dans les écoles, les hôtels et les châteaux. Tout ça géré par la Croix-Rouge. Oh, puis les conditions de vie des soldats! Attendez, les soldats blessés arrivaient par vagues de train avec les wagons remplis de corps transportés dans l'obscurité la plus totale, mourant de soif parce que les voyages duraient 3 jours, une chaleur incroyable, une odeur âcre de sang, de transpiration, de fièvre qui prenait à la gorge des infirmières. Elles montaient et enjambaient les soldats, leur faisaient des piqûres dans l'obscurité avec juste l'aide d'une lampe, leur refaisaient les pansements faits pendant le voyage. Certains n'en avaient même pas. Voilà, enfin, l'horreur, quoi. Ce qui fait que plus de 250 infirmières sont décédées juste par les maladies obtenues pendant leur service. Et on compte en 1918 plus de 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. En août 1914, 5 bureaux de renseignement français sont créés en s'appuyant sur le modèle britannique leader en espionnage. Ils sont alimentés par 2 centres de renseignement situés à Paris et Belfort. Les femmes rejoignent les services secrets français seulement à partir de 1915, où elles sont formées au pistage, à la surveillance, etc. Certaines se prostituaient, et je peux vous dire que c'était un vrai vivier d'informations, mais la plupart étaient infirmières, à l'instar de Louise de Bétheny ou encore Marie de Croix, 2 espionnes françaises. La Belgique, pays neutre situé entre la France et l'Allemagne, était le carrefour des renseignements. Les infirmières françaises devaient recueillir des informations militaires auprès des familles belges et collaborer avec les personnes travaillant dans les églises et paroisses. En tout, plus de 300 réseaux d'espionnage auront été créés en 1918 entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, dont les 2 plus gros réseaux français ayant recruté le plus de femmes sont le réseau Rumble, créé par Louise de Bétheny, ayant permis de sauver plus de 1000 soldats britanniques, et le réseau Dame Blanche, créé par le résistant belge Walter Dewey, fournissant les 3/4 des infos collectées des régions occupées du nord de la France et de la Belgique. Certaines espionnes, dites agents doubles, ont été recrutées des 2 camps adverses. La française Marthe Richard avait pour objectif d'espionner l'industrie maritime allemande et a découvert la construction de 200 navires allemands et a donc prévenu les autorités. En parallèle, elle est devenue la maîtresse de l'attaché naval de l'ambassade allemande qui l'intègre dans les services secrets allemands. Il y a eu aussi la française Mathilde Lebrun, recrutée par les autorités allemandes, mais qui travaillait pour la France. Elle travaillait comme infirmière dans le camp allemand et a pu localiser les munitions, des infos sur leur armée et les espionnes travaillant pour les services secrets allemands. 11 novembre 1918, la France et ses alliés gagnent la guerre. Alors, automatiquement, pour la plupart des femmes engagées, hop, retour au bercail, à la vie d'avant. Cette fin de guerre a énormément influencé le style vestimentaire des femmes et a créé la mode garçonne, c'est-à-dire plus de corsets et de robes longues, maintenant des cheveux courts, des bras nus, des ceintures basses, silhouettes d'adolescentes, voilà. Ça a créé une émancipation de la femme. Aujourd'hui, chaque 11 novembre, une cérémonie est organisée rendant hommage aux soldats inconnus situés sous l'Arc de Triomphe, symbole d'unité nationale. Le 26 août 1970, des femmes du MLF, Mouvement de libération de la femme, ont déposé sur la dalle du soldat inconnu 2 banderoles où il est marqué sur la première « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme » et sur la deuxième « Un homme sur 2 est une femme ». Situation qui a fait polémique et provoqué l'arrestation de ces femmes. Mais du coup, est-ce que le temps aurait fait oublier cette remise en question des inégalités hommes-femmes déjà très présentes juste après la guerre? N'étaient-elles pas dignes de faire un métier soi-disant d'homme, ayant pourtant montré qu'elles étaient aussi efficaces et productives que les hommes? Oui, c'est en situation de guerre, d'urgence, peu importe. Ça montre qu'elles ont tenu et qu'elles seraient capables de faire ces métiers. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que cette vidéo remplie de contenu ultra intéressant vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à partager et ça me ferait énormément plaisir. C'était un thème ultra intéressant pour moi, j'ai appris énormément de choses, j'aurais pu faire une vidéo de 3/4 d'heure mais il fallait que je condense et que je choisisse les meilleurs passages. Je vous invite vraiment à vous renseigner encore plus, surtout sur les femmes espionnes, c'est ultra intéressant. Allez, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, make women known again. Make women known again.